Bonjour. C'est bon, on m'entend, parfait. Bonjour, merci d'être venus, aussi nombreux. C'est impressionnant. Pour commencer cette petite conférence, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois. On était en affinage avec mon équipe, on devait modifier des règles dans le code, chose habituelle, vous devez connaître. Et là, j'ai un de mes collègues qui me dit non, écoute, cette règle, on ne peut pas la modifier. C'est la règle, c'est comme ça, il faut suivre cette règle, on ne va pas la modifier. Puis moi, je lui dis bon, écoute, on peut quand même faire des exceptions, c'est pas très grave, on ajoute une exception à cette règle, c'est pas un problème. Puis là, j'ai une autre collègue qui rebondit, qui dit non, mais on s'en fout des règles. Enfin, franchement, on n'avance pas, là, on s'en fout des règles. Et puis, on a un troisième collègue qui commençait à rigoler. Et on lui dit qu'est-ce qu'il y a ? Et là, il nous dit non, mais vous êtes des vrais clichés, en fait. Le premier collègue était allemand. Donc lui, la règle, c'est important. Moi, je suis française. Moi, les règles, je mets des exceptions. On peut toujours faire des exceptions. Et puis, ma troisième collègue était italienne. Et elle, les règles, ça lui passe au-dessus. Donc voilà. Voilà le genre de scène que vous pouvez vivre en remote. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu... je vais essayer de vous donner des pistes, finalement, pour faire en sorte que cette collaboration, avec, comme vous le voyez, des cultures différentes, puisse fonctionner et puisse permettre de mener une équipe au succès. Donc, c'est maintenant que ça ne marche plus. On m'avait dit de prendre des piles. Je vais le faire à la souris. Ça commence bien. Ah, voilà. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Donc, je vais vous dire quelques mots sur moi. Donc, je suis engineering manager. Personne ne comprend ce que c'est. Donc, c'est une sorte de couteau suisse dans une équipe. On fait un peu de tout. Et voilà, c'est pas très clair, finalement, ce qu'on fait au quotidien. Mais au final, l'équipe fonctionne. Donc, c'est ce qui compte. J'ai des hobbies très variés, comme vous pouvez le voir. Je suis maman d'un ado de 13 ans, je suis une épouse et je fais également du mentoring. C'est quelque chose que j'ai commencé en 2019 au travers de différentes plateformes, par exemple My Job Glasses ou Le Déclic, et également avec les anciens élèves de mon école d'ingénieur à Toulouse, l'ENSET. Donc c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Je vais vous parler un petit peu de l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc, je suis engineering manager chez Encore Store. Encore Store, c'est une marketplace B2B qui met en relation des petits commerçants et des marques en Europe. C'est une entreprise qui a été lancée en 2019, si je ne me trompe pas. Actuellement, on est 300 employés. Et comme vous voyez, une douzaine de nationalités dans 8 pays différents. Donc ça, c'est l'avantage de pouvoir recruter en remote. Actuellement, en 100% remote, on a notre service produit et tech, dans lequel je travaille, où tout le monde travaille d'où il veut, finalement. Donc ça permet un recrutement très large. Les autres services sont un peu en hybride, c'est vraiment au choix dans l'entreprise. Donc je vais vous raconter un petit peu comment on fait que tout ça puisse fonctionner correctement. Du moins, on essaye de faire fonctionner tout ça correctement. Avant ça, je vais en savoir un petit peu plus sur vous. Donc, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux, ça va être un peu long. Du coup, pour simplifier les choses, vous allez voir, j'ai essayé de tout prévoir, à part la panne de bip. J'ai un petit Slido pour vous. Donc, je vous invite à sortir votre petit téléphone, scanner le QR code. Et j'ai des petites questions à vous poser. Alors, voyons voir les résultats de ce premier sondage. Donc, parmi vous, OK, 15% en remote à 100%, sans contrainte. OK, moi je suis comme vous, du coup, sans contrainte. Et la majorité, donc c'est hybride avec un jour de télétravail. Je pense que ça se démocratise, le télétravail, sur 6-8% quand même. OK. Petite question, c'est lié à des contraintes techniques ou c'est à des contraintes d'entreprise ? Entreprise ? OK. OK. Eh bien, merci. Ça me permet de faire un peu plus connaissance avec vous. J'ai une deuxième question pour vous. J'aime bien me lancer des challenges. Du coup, la deuxième question, voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez découvrir aujourd'hui au travers de ma présentation ? Du coup, je vais la moduler en fonction de vos réponses. Alors, vous avez en petit 1, donc les bases du succès pour une équipe remote. En 2, les dynamiques d'équipe et de management.
En 3, les outils et les technologies. Ou le bien-être personnel et l'équilibre perso. Qu'est-ce qui vous fait envie aujourd'hui? Je vois que ça vote encore. Ok. Bon, on va faire 2, 1, 3, 4. 2, 1, 4, 3. Non, 3, 4. Ok, parfait. Et bien c'est parti. On va essayer de ne pas faire planter les slides, comme tout à l'heure. Alors, hop là, je vais fermer ça. Et du coup, on va passer directement aux dynamiques d'équipe. Voilà, on y va. Eh ben non, on n'y va pas. Si, on y va. Donc on va passer aux dynamiques d'équipe. Donc vous l'avez compris, le remote, ça veut dire qu'on a la capacité de pouvoir recruter où on veut, comme on veut, au choix de l'entreprise. Et donc pour ça, en fait, il y a certaines choses à avoir en tête au niveau des dynamiques d'équipe et du management. Donc comme vous allez voir, on va parler de la composition des équipes, du leadership et de la culture d'équipe. Et puis, on va dire la mise en place des objectifs et de la performance. Commençons par la composition des équipes. Donc sur la composition des équipes, ce qui va être hyper important, ça va être les compétences des personnes que vous allez avoir dans votre équipe et leur mindset. Pourquoi ? Alors tout simplement, déjà les compétences, il va falloir des personnes qui sont compétentes dans leur domaine, donc quel que soit le langage ou les plateformes sur lesquelles vous travaillez. Donc ça, c'est quelque chose que vous évaluez également quand vous n'êtes pas en remote, de toute façon, ça ne change pas. Ce qui va être hyper important, ça va être d'évaluer la capacité à la personne de pouvoir travailler en remote. Alors qu'est-ce que ça veut dire pouvoir travailler en remote ? Je reviendrai dessus à la séquence suivante, c'est avoir, on va dire, une communication impeccable. Dans un contexte remote. Donc, c'est-à-dire quand on n'est ni en présentiel avec les personnes, ni dans le même, on va dire, espace-temps, temporellement. Il peut y avoir des décalages horaires, il peut y avoir des différences d'organisation personnelle. Et donc là, il va falloir être vraiment compatible avec ça, c'est-à-dire accepter finalement les différences d'organisation de chacun. Avoir cette ouverture d'esprit et savoir organiser son travail en conséquence. Donc ça, c'est un point hyper important à tester dans un premier temps. Et également le culture fit. C'est-à-dire, est-ce que la personne va savoir s'acculturer à l'entreprise dans ce contexte-là ? Est-ce qu'elle va savoir adapter les codes ? Donc, selon les valeurs qui sont portées par votre entreprise, il faudra tester finalement ces compétences dès le recrutement et puis aussi pendant la période d'essai pour être sûr que tout se passe bien. Par exemple, je vous donne un exemple au hasard. Si pendant la période d'essai, la personne elle vient jamais à aucun meeting, elle répond jamais aux messages sur la messagerie interne, là vous voyez qu'il y a un petit problème. Donc c'est pour éviter ces types de comportements qu'il faut être hyper attentif dès le recrutement à ces éléments-là. Tout simplement parce que les compétences soft skills, on va dire, sur ces sujets de vos employés vont vous permettre d'assurer que l'équipe remote va fonctionner. Donc, avoir tous les rouages de l'équipe qui fonctionnent bien est hyper important. Deuxième point, sur les skills et le mindset, la diversité et l'inclusion. Vous allez être en remote, je vous l'ai raconté dans ma petite anecdote. On va avoir des différences de perception en fonction de notre culture et de nos origines. Avec le remote, comme je vous disais, nous, on est dans une entreprise où il y a une bonne douzaine de nationalités qui se côtoient. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir s'adapter, avoir l'ouverture d'esprit, accepter les différentes perspectives qu'il peut y avoir. Là, je vous parlais de mon collègue qui avait des règles strictes, moi qui mets des exceptions partout, et ma collègue pour laquelle il n'y a aucune règle et il faut qu'on avance. Donc, il faut savoir s'écouter, il faut savoir se comprendre. Donc ça nécessite quand même certaines compétences. Il faut aussi avoir la tolérance d'accepter des différences de point de vue. Tout ça pour arriver finalement à un consensus pour que l'équipe progresse. Donc c'est pas si simple que ça. Également au niveau de la diversité et de l'inclusion, il va y avoir beaucoup de règles dans l'entreprise pour s'assurer que chaque employé est respecté en tant que personne dans son intégrité. Donc tout ça, c'est des éléments sur lesquels il va falloir être attentif au recrutement pour ne pas finalement faire venir dans votre équipe des équipes avec qui ça sera pas du tout, des personnes avec qui ça sera pas du tout compatible par rapport à, on va dire, leur façon d'être, tout simplement. Donc ça, ce sont les premiers points sur la composition de l'équipe. Donc là, on pose les bases. On a une équipe qui est bien structurée,
Maintenant, on va passer un petit peu à la manière dont on va manager cette équipe. Et notamment le rôle du leadership. Alors, en tant qu'engineering manager, donc moi, ça fait 1 an et demi que je travaille chez Encore Store. Et ben, c'était nouveau pour moi. Je me suis dit, comment je vais faire pour gérer une équipe que je ne vais jamais voir? Donc là, on se pose beaucoup de questions. On remet aussi en question toute la façon dont on travaillait avant. Moi, j'étais très visuelle, c'est-à-dire que les murs du bureau, ils portaient la vision de l'équipe. J'étais très à écrire au tableau. Comment est-ce que j'allais pouvoir répéter ces éléments-là? Comment est-ce que j'allais réussir à embarquer l'équipe avec moi sans que j'ai cette présence physique, finalement, et que tout se passe en virtuel? Donc là, effectivement, le leader, ça va être la personne qui va apporter la culture du remote dans l'équipe. Donc, quand on est un leader et qu'on doit apporter cette culture dans une équipe, ça va demander déjà de construire la confiance entre les personnes, s'assurer que les personnes ont confiance en vous, dans la manière dont vous allez travailler, collaborer avec elles, et également entre elles. Donc, il ne faut pas juste construire une confiance entre vous et chaque individu de l'équipe, mais également construire la confiance entre vous et puis entre chaque individu entre eux dans l'équipe. Donc, vous plus chaque individu de l'équipe, et puis entre chaque individu dans l'équipe. Donc, je vous laisse calculer, selon la taille de l'équipe, vous avez un maillage de confiance qui doit être très fort à la fin. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Au quotidien, tout simplement, ça va être la transparence, s'assurer que le message qu'on donne à tous est le même que celui qu'on donne individuellement à chaque personne. Parce que si vous dites A à une personne et B à l'autre, et puis que vous dites C devant tout le monde, les personnes ne vont pas avoir confiance en vous, tout simplement. Vous n'allez pas être fiable, donc il faut rester fiable. Donc ça demande certains efforts un peu plus différents, je dirais, en remote qu'en présentiel, dans le sens où, comme on ne partage pas ce même espace-temps et ce même espace physique, il faudra répéter de manière régulière les messages, régulièrement, toujours répéter. Donc ça peut être soit tous les jours, soit toutes les semaines en fonction des sujets. Il faudra vraiment répéter les objectifs, la vision, où on va, ce qu'on s'était dit, comment on a pris cette décision, etc. Donc beaucoup répéter les choses. Également, voilà, donc ce que je vous disais, créer des connexions entre les personnes et guider par l'exemple. Créer les connexions entre les personnes, c'est pas seulement s'assurer que, on va dire, quand on est en équipe, ça fonctionne, mais aussi s'assurer que les membres de votre équipe communiquent bien entre eux. Si vous avez 5 développeurs, s'assurer qu'ils font du pair programming régulièrement ensemble, ou du moins qu'ils ont un temps où ils peuvent se synchroniser, que ce soit par chat ou alors en visio, en meeting, sous forme de one-on-one. Assurez-vous toujours que vos collaborateurs se parlent, qui ne font pas que vous reporter à vous pour que vous vous dispatchiez. C'est pas ça l'objectif. Sinon, en tant que leader, ça va pas très bien marcher. Donc ça, ce sont les premiers points au niveau du leader. Et également, le leader va être là pour propager une culture de l'équipe. Donc, dans un premier temps, il faudra bien définir les rôles et responsabilités au sein de cette équipe, s'assurer que tout le monde comprenne ce que chacun fait en fonction de sa fonction, tout simplement. Établir des règles d'équipe. Donc les règles d'équipe, qu'est-ce que c'est? C'est comment on communique, comment on synchronise, comment on décide. Donc, je crois que j'ai rajouté également, voilà, comment on décide, le process de décision. Donc là, ça peut être, on va évaluer toutes les solutions, on va mesurer le pour et le contre et on va décider ensemble. Enfin voilà, il faut vraiment expliciter ces points-là pour être sûr que tout le monde ait les mêmes références, étant donné qu'on est chacun, on va dire, séparés physiquement. Également, donc, créer les bonnes habitudes. Donc là, je parlais un petit peu du one-on-one. Il a toute son importance en remote. Vous avez certainement déjà dû entendre vos managers vous dire ma porte est ouverte, viens dans mon bureau, etc. Ma porte est ouverte. En fait, là, en remote, et ça, je l'ai vraiment perçu suite à une discussion avec une collègue, en remote, c'est pas juste ouvrir sa porte. En fait, c'est la porte, je l'ouvre et je t'embarque avec moi et on prend un temps ensemble. Donc, c'est vraiment ne pas attendre que les personnes viennent vers vous, elles le feront pas. C'est aller vers ces personnes et leur donner du temps, leur dire voilà, là on a 30 minutes, 45 minutes ensemble, tous les deux, et ce temps c'est vraiment pour qu'on discute ensemble et que tu me partages
tes problèmes, que je vais vraiment t'écouter activement, je vais essayer de mettre en place des plans d'action, des solutions pour qu'on puisse avancer correctement. Donc c'est pas juste dire, voilà, j'ouvre ma porte, je suis disponible quand tu as besoin. Non, c'est initier la rencontre de manière régulière. Donc l'habitude du one-on-one. Et c'est pas juste la relation entre le manager et, on va dire, l'équipier, c'est également entre les équipiers. Tout simplement, pourquoi ? Parce que dans votre équipe, il y aura forcément des niveaux différents de personnes, avec des expériences différentes. Ça va permettre également de développer le mentorship entre les personnes. Vous aurez certainement des plus seniors qui pourront aider les plus juniors dans l'équipe, qui pourront propager les bonnes pratiques. Il faut vraiment s'appuyer sur ces personnes-là pour être des leviers, pour s'assurer que votre équipe va bien s'imbriquer. Vous allez avoir un bon pulse, on va dire, entre les personnes et qu'elles vont pouvoir s'entraider. Donc en même temps, vous allez favoriser le développement des seniors en termes de leadership, de charisme, au travers du mentorship. Et vous allez pouvoir aider des plus juniors à s'améliorer et voilà, à être plus performants au quotidien, à se sentir plus à l'aise sur des sujets qui étaient un peu plus difficiles pour eux. Voilà pour la culture d'équipe. Également, la partie goal settings et performance. Bon, on arrive en fin d'année, tout le monde attend ses entretiens de performance. Bon, pas encore, peut-être en début d'année. Bon, c'est pas un moment sympa, en général. Ça prend toujours du temps à préparer pour tout le monde. Comment on fait ça en remote ? On fait pareil que quand on n'est pas en remote. C'est-à-dire que... Alors après, ça dépend, hein, peut-être que vous faites d'une autre manière. Là, comment est-ce qu'on va mesurer la performance ? Comme je vous l'ai dit, on ne partage pas un espace physique, un espace-temps. Chacun s'organise comme il veut sur le travail. Il n'y a pas de contrôle managérial. Je ne sais pas si les personnes de mon équipe, là, en ce moment, pendant que moi je parle en conférence, elles sont en train de faire les tâches qui sont dans le backlog. J'en sais rien. Je leur fais confiance. Donc cette relation de confiance, comment ça va fonctionner ? Ça va fonctionner sur le fait qu'on va construire des équipes pour lesquelles on souhaite qu'elles donnent de l'impact, qu'elles aient de l'impact sur le business de l'entreprise. On va leur donner finalement de l'ownership. Elles vont prendre possession du sujet, elles vont se l'approprier, elles vont décider de comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif. On ne va pas juste leur donner une liste de tâches à faire. C'est elles qui vont décider des tâches qu'elles vont faire pour atteindre un objectif. Donc là, en fait, on donne vraiment l'ownership à l'équipe. C'est comme ça aussi qu'on va créer la confiance, hein, et on va dire la confiance entre les personnes et la confiance des personnes dans le sujet qu'elles traitent. C'est-à-dire que c'est elles qui vont se l'approprier, c'est elles qui vont dire non, ça c'est un mauvais choix, on ne peut pas aller dans cette direction, techniquement ça va être trop complexe, on peut simplifier les choses, on peut aller plus vite en prenant tel ou tel raccourci. Elles vont pouvoir gérer également finalement la fameuse dette technique, c'est elles qui vont la choisir. Ça ne va pas être une dette technique subie, ça va être une dette technique mesurée et une dette technique maîtrisée tout simplement, parce que dans tel contexte on a fait tel choix et on sait pourquoi. Donc tout ça, ça va permettre aux équipes finalement de mieux atteindre leurs objectifs et puis d'être performantes, tout simplement. Donc voilà un petit peu la partie autour des objectifs, sur la dynamique d'équipe. Je vérifie le temps, on n'est pas trop mal. Et du coup, on va passer au sujet numéro 1 d'après les votes, qui était les bases du succès d'une équipe remote. C'est bon, ça marche, parfait. Hop, alors du coup, non, c'est pas ça que je voulais faire. Eh ben, ça sent la fin de journée, hein. Ah bah super, on repart. Hop. Ok, tac. Ah bah décidément. Bon. Ils ne veulent pas qu'on ait de succès aujourd'hui, je crois. Ah, cet effet des mots. Je pensais que ça arrivait juste... j'ai zoomé, là. Ok, donc, avoir une communication efficace. On va y arriver. La communication efficace, c'est... Bon, je vous apprends peut-être pas grand-chose là-dessus, mais là, vraiment, en remote... des cultures différentes, des manières de s'organiser différentes. La communication efficace, c'est vraiment vital. Parce que sans communication, du coup, il n'y a pas d'équipe. Hein, parce que là, on est tout seul chez soi, chacun de son côté. Donc, ça va être vraiment les fondations du succès d'une équipe. Ah, ça remarche. Très bien. Comment ça va se passer pour avoir une communication efficace ?
On va avoir des canaux dédiés en fonction du type de communication qu'on aura, en fonction des sujets qu'on aura. On ne va pas communiquer de la même manière ou sur les mêmes canaux. Quand je parle de canaux, ça peut être l'outil qu'on va utiliser. Ça peut être aussi les différents channels que vous pouvez avoir sur les différents outils. Donc chaque, on va dire, moyen de communication aura un objectif. Si c'est juste, on va dire, une information globale à communiquer, on aura un canal dédié à ce type d'informations. Donc par exemple, des annonces autour du service, il y a un canal dédié, on sait où trouver ces informations. On sait surtout où les retrouver. Pourquoi je dis ça? Parce que du coup, on va être en asynchrone, tout le temps. C'est-à-dire que quand moi je suis ici, j'ai des collègues qui m'envoient des messages. Donc quand je vais revenir demain au travail, je vais avoir des messages à lire. Ils m'autorisent en fait à prendre ce temps pour répondre. Donc en fait, on va être vraiment en asynchrone. Il ne faut pas être dans l'immédiateté. C'est-à-dire se dire, OK, là, j'envoie un message à une personne. Peut-être que cette personne est en meeting. Peut-être qu'elle est chez le coiffeur. J'en sais rien du tout. Il faut juste que j'attende sa réponse pour avancer, tout simplement. Donc, la communication asynchrone, elle va être hyper importante. Et il faudra bien choisir la manière dont on va utiliser ce moyen de communication également. Donc là, je vous parle de communication asynchrone et ça redirige directement vers la culture de l'écrit. On est en remote, toujours pareil, pas le même espace-temps, pas le même espace physique. Moi, j'avais l'habitude de mettre des posters partout sur les murs du bureau. Là, la culture de l'écrit, ça va pas être sur des posters dans le bureau, ça va être dans des outils de communication dédiés. Mais par contre, il va y avoir une vraie culture de l'écrit. C'est-à-dire que si j'ai un sujet en tête, une idée pour développer tel ou tel besoin, je vais mettre les choses par écrit. Je vais décrire pourquoi est-ce que je veux faire ces choix. Je vais le documenter. Ça va être avec des graphes, avec du texte. Voilà, je vais expliquer mes choix. Ça, c'est très nouveau pour moi. Je peux vous dire que quand je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai été assez impressionnée en fait par la quantité d'informations que j'ai eu à gérer pendant mon onboarding. Parce que tout simplement, cette culture de l'écrit, c'est pas juste sur des gros sujets. Ça va être également sur les meetings qui sont passés. J'ai pu avoir accès en arrivant en milieu d'année au meeting de janvier, à leur compte rendu, au débat qu'il y a eu, aux choix qui ont été faits. J'ai eu tout le détail. Donc au final, cette culture de l'écrit, elle va tracer toutes les décisions qui sont prises dans l'entreprise. Elle va documenter également tous les choix techniques qui sont faits. On a des solution design documents, des choses comme ça. Ça va permettre de pouvoir revenir sur un historique quand, dans plusieurs mois, on va devoir peut-être retoucher à la manière dont un sujet a été implémenté. C'est assez impressionnant. Pour moi, ça a été un des plus gros chocs, je dirais. Je ne m'attendais pas à ça quand je suis passée en full remote. Auparavant, j'avais effectivement des équipes qui se plaignaient, on n'a pas assez documenté, on n'a pas mis à jour la doc, etc. Là, en fait, il y a des écrits pour tout, même pour les choix business qui sont faits. Donc ça assure de la transparence, ça assure de la traçabilité. Ça veut dire qu'on sait pourquoi on a fait un choix. Et si on a un doute, on peut remonter à l'origine du choix. On peut se dire, OK, on avait un doute, maintenant on comprend. Effectivement, c'était précisé dans tel document. Hop, on peut avancer de nouveau. Il n'y a plus de doute. Voilà. Donc une grosse culture de l'écrit. En anglais. Donc aussi, il faut être bon en anglais. Je ne l'ai pas mis dans mes slides, mais voilà. Vous le voyez, ils sont en anglais. Il y a peut-être des fautes, c'est possible. Cette communication, elle va bien fonctionner uniquement si tout le monde suit les mêmes normes et ce qu'on appelle chez nous l'étiquette. Donc vraiment l'étiquette au sens, voilà, il faut suivre l'étiquette. Je vais commencer par l'étiquette. On a ce qu'on appelle la meeting étiquette. Donc comme je vous l'ai rappelé, on est tous dans un espace-temps différent, espace physique différent. On n'est pas tous forcément disponibles quand il y a un meeting, je ne sais pas, à 14h. Il y en a peut-être qui sont encore au sport. Et bien, tout simplement, les meetings sont enregistrés, obligatoirement. On enregistre tous les meetings. L'agenda est précisé à l'avance. On sait quels sont les points qui vont être abordés et on sait quelles sont les décisions qui auront été prises suite à ce meeting. Tout est tracé. On a des outils qui nous permettent. Également, time-boxé, forcément. Il n'y a pas de meeting à rallonge. On essaye également de pouvoir laisser des pauses, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tout le temps des meetings d'1 heure, finalement, on a des meetings de 50 minutes. Ça laisse aux personnes 10 minutes
je ne sais pas, pour relire des choses avant le meeting suivant ou pour se préparer. Juste laisser aux gens le temps de respirer et de ne pas avoir cette impression de sauter, vous savez, de visioconférence en visioconférence. Ça, c'est très, très fatigant. Donc voilà, on a ces règles-là qui nous permettent d'avoir un certain bien-être et une organisation personnelle possible autour de l'organisation de l'entreprise. Également, l'étiquette Slack. Donc, on bosse avec Slack, du coup, vous le voyez. L'étiquette Slack, c'est quoi? C'est la manière de nommer les channels. Il y a des channels temporaires, on les identifie, on met TMP devant, on explique le sujet derrière. Juste le titre du channel doit être suffisamment explicite pour qu'on comprenne si ce channel peut nous intéresser ou pas. On peut joindre ou pas les channels, hein, c'est au choix. Également, donc, dans l'étiquette Slack, l'utilisation des icônes. Alors ça, c'est très très important. Comme je vous le disais, la communication asynchrone. Donc là, par exemple, je reçois un message. Comment on fait la semaine prochaine pour travailler sur tel sujet? Qu'est-ce que tu as prévu? OK. Je peux signifier que j'ai vu le message en mettant des petits yeux, en disant, écoute, j'ai vu et je vais te répondre plus tard, parce que je suis sur autre chose, parce que je suis en meeting, parce que voilà, j'ai un truc à faire et je n'ai pas besoin de te répondre tout de suite. Donc on va utiliser beaucoup les icônes. Par exemple, on a des canaux, on a des notifications de la production. Je reçois une notification de la production, il y a un truc qui a bugué, une alerte, voilà, tel item, il y a un problème, on se retrouve en négatif, etc. Bon, voilà, des notifications Slack basiques. OK. Donc, soit je peux gérer manuellement le cas, soit je peux pas. Si je peux pas, bon, j'ouvre un ticket Jira. Mon ticket, il va être visible, on va dire, dans le thread de l'erreur, pour que les personnes sachent que c'est bon, il y a quelqu'un qui a vu ce problème, il a ouvert un ticket, je sais que c'est sous contrôle, on va pouvoir analyser le problème. Ou alors, des fois, il y a des actions manuelles. Nous, on travaille sur une marketplace, je vous donne un exemple. Il y a un problème dans l'adresse du destinataire. Le transporteur ne valide pas cette adresse, il ne peut pas aller envoyer le colis. Ah, OK. Effectivement, je sais pas, la ville est erronée. Ça, je peux le modifier manuellement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais signifier à mes collègues que je l'ai vu, je vais mettre mes petits yeux, mon icône dessus, hop, je l'ai vu, et hop, j'ai vérifié la vérification, je rajoute un petit check. En fait, tout ce petit dialogue, ça va nous permettre de s'assurer que, oui, il y a quelqu'un qui a vu le problème, il est en train de le faire, on n'a pas besoin de s'envoyer 15 messages, « Hé, t'as vu, faut faire ci, faut faire ça ». Non, c'est bon, quelqu'un l'a vu, il le fait. On ne se pose pas trop de questions. Finalement, on a codifié des éléments de langage pour fluidifier la communication et être plus efficace. Du coup, je vais revenir sur les règles et les normes. Donc, les règles et les normes, effectivement, elles se complètent avec l'étiquette Slack, mais c'est également aussi des règles de comportement pour favoriser l'inclusivité et la diversité dans l'entreprise. Un exemple qui m'est venu en tête tout à l'heure en discutant, en prenant le café. Donc, on est sur une marketplace, on vend plein de choses, vraiment plein de choses. Des choses un peu X aussi. Du coup, quand on se pose des questions sur ces sujets-là, y a un channel dédié. Comme ça, on ne perturbe pas tout le monde dans les channels généraux, mais pas mal à l'aise des personnes qui cautionnent pas forcément ces types d'objets. Donc voilà, ça peut passer aussi par ces choses-là, c'est-à-dire protéger les personnes en ayant des channels dédiés ou des codifications. Attention, il y a un message qui m'a dérangé. Là, c'était limite. Je peux utiliser l'icône petit cactus pour dire, là, c'est un sujet qui pique. La manière dont c'est exprimé, ça ne me va pas. Je me sens mal à l'aise par rapport à ce qui a été dit. Juste, ça permet à la personne qui a écrit le message de le modifier et de se dire « Ah oui, OK, effectivement, j'ai utilisé un vocabulaire qui n'était pas approprié, je change mon message et tout se passe bien. » Ça permet juste aux personnes d'être tolérants les unes avec les autres, de comprendre que des fois, on ne se rend pas compte qui est derrière l'écran, qui lit le message qu'on envoie. Donc, ça fait partie un petit peu de toutes ces normes et étiquettes qu'on met en place. Je crois qu'il va falloir que je me dépêche. Non? Ça va? 10 minutes. OK. Dernier point. Ah oui, encore. Très bien. Donc, vous l'avez vu, on va être dans un environnement où on va favoriser la collaboration, la construction en équipe et également des team building pour créer la cohésion. Donc, les team building, ils peuvent être faits en remote ou on va dire au bureau. On a quand même des bureaux. Effectivement, tout ce qui est clear expectation, donc avoir des attentes claires et clarifiées. Donc ça, on l'a vu un petit peu avant sur les impact teams.
on sait exactement ce qu'on attend des personnes, et une culture du feedback. Donc là, la culture du feedback, je vais zoomer un petit peu sur le sujet. C'est hyper important en remote parce que justement, on a ce besoin de s'ajuster régulièrement. Tout comme on va répéter les objectifs et on va dire les objectifs à court terme ou à long terme de l'équipe régulièrement, eh ben, c'est bien aussi de savoir si la manière dont on travaille avec les autres, elle est OK ou s'il y a besoin d'améliorer des choses au quotidien. Et donc, on va aller sur la culture du feedback. Donc, la culture du feedback en remote, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être dire, par exemple, à une personne qui organise un meeting, on va lui laisser un petit feedback à la fin du meeting. Souvent, c'est des feedbacks anonymes, juste pour dire, non, là, on s'est éternisé trop sur ce sujet. La prochaine fois, il faudra peut-être être un peu plus focus sur le point principal, où les personnes n'avaient pas pris connaissance du sujet avant le meeting, on a perdu du temps. Il faudrait partager un petit peu en avance les éléments. Ça peut être voilà, tout autre feedback constructif qui vont aider à la suite à avoir une meilleure organisation au sein de l'équipe. Donc ça, c'est un premier point. Ça peut être un feedback sur un meeting, sur un document, et puis aussi un feedback personnel. Le feedback personnel, donc nous, on travaille avec les feedbacks 360. Quand on fait les évaluations de performance, on demande à tous les collègues avec qui on travaille comment je travaille, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ma communication est OK, est-ce que la qualité du travail que je fournis, elle est OK, et on récupère des feedbacks. Alors les feedbacks, c'est pas juste dire oui c'est bien ou non c'est nul, ça aide personne, OK. Si je sais pas, une personne a fait vous avez fait la conf sur les pull requests. Je vais vous prendre cet exemple, je pense qu'il va vous parler. S'il y a une PR qui passe et que tout le monde dit ouais, c'est OK, si à chaque fois la personne qui fait ses PR, elle n'a jamais un petit feedback un peu constructif en disant ah tiens, là ça serait bien peut-être que tu revois ça de cette manière, etc. En fait, elle va jamais progresser. Elle va juste dire ok, toutes mes PR elles passent, bon, ok, parfait, je continue à faire comme j'ai l'habitude. Mais ça va pas forcément lui apporter quelque chose de constructif. Si par contre elle se reçoit des feedbacks négatifs sur sa PR, mais qui sont pas actionnables, c'est-à-dire non, ça on fait pas. Ok, mais pourquoi ? Comment est-ce que je peux faire pour mieux faire ? Donc c'est là que tout le feedback va être hyper important, dans le sens où il faut qu'il soit actionnable et constructif. C'est-à-dire que s'il y a un comportement qui n'est pas OK, tout simplement, il faut indiquer à la personne pourquoi c'est pas OK. C'est pas OK parce qu'on s'était donné telle règle de développement, là, tu n'as pas suivi la règle, du coup, il faut que tu sois attentif à ça. Ça peut être ta manière de communiquer, tu es trop sèche, la personne en face n'a pas compris, ça l'a heurté. La prochaine fois, essaie d'être un peu plus compréhensif, etc. L'objectif, c'est pas juste de tacler les personnes pour dire c'était nul, et c'est pas un défouloir. Enfin, voilà, on n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est juste pouvoir donner aux personnes des éléments actionnables pour que la fois d'après, elles soient meilleures dans ce qu'elles font et que finalement, on collabore de manière plus efficace. Également, le feedback, quelques règles. S'il y a un événement qui se passe, il vaut mieux donner le feedback le plus rapidement possible après cet événement que 6 mois après. Parce que du coup, ça ne servira à rien 6 mois après. Ce sera trop tard. Il faut que ça soit spécifique. Donc, comme je vous disais, ça va être sur une attitude, un comportement, un résultat, un choix technique, un meeting. Donc, vraiment un élément spécifique. Et actionnable, donc donner, on va dire, à la personne qui va recevoir le feedback les moyens d'avoir des points d'action pour la suite. Savoir ce qu'elle peut faire elle-même pour pouvoir s'améliorer. Donc, une culture du feedback hyper importante pour pouvoir justement avoir une équipe qui a des bons résultats. Ensuite, là, je sens que le temps avance. OK. Les rituels. Les rituels et les habitudes. Donc, je vous en ai parlé rapidement. On va avoir des événements récurrents. Donc des meetings ou des événements d'entreprise. Au sein des équipes, en général, on a des rétrospectives régulières. Donc ça fait partie des éléments formels récurrents qu'on fait. On a des meetings organisationnels ou informationnels. Ils sont enregistrés, quoi qu'il arrive. Et on a aussi également des moments informels. Donc ça peut être des coffee chats, ce qu'on appelle. C'est des moments informels où on va juste dire « Allez, on allume tous la caméra et puis... on va prendre un café, on va se raconter ce qu'on a fait le week-end ou ce qu'on va faire le week-end d'après. On se fait aussi des jeux en ligne, tout simplement. Juste avoir des moments informels, un petit peu pour relâcher la pression et puis faire connaissance avec les personnes avec qui on travaille finalement. Chose qu'on n'a pas forcément parce qu'on n'est pas au bureau en train de prendre le café ensemble.
Voilà, pour cette partie-là. Donc, il me reste 5 minutes. Les outils, ça va être très rapide, si ça veut s'ouvrir correctement. Tadam, super. Donc, les outils, je vais faire ça très rapidement. Donc, vous avez des outils de collaboration. Alors, moi, j'adore Fellow. C'est celui qui me permet d'avoir tous mes agendas pour mes meetings, de récupérer le feedback sur les meetings, de pouvoir savoir qui était présent, ce qui a été dit. Enfin, bref, c'est vraiment magique comme outil. Vous pouvez remonter sur tout l'historique de l'entreprise comme ça. Vraiment super intéressant. Des outils pour la documentation que vous devez certainement déjà connaître. Des outils pour le design et pour l'organisation de projets. Également, un point important. Dans la salle, ça va en faire rire certains, mais en fait, il y a des entreprises qui se retrouvent en remote d'un coup, notamment pendant les confinements. Et au final, la plateforme de dev, elle crache parce que les serveurs, ils sont hébergés dans l'entreprise et que la personne qui s'en occupait d'habitude, elle n'a pas pu y aller depuis un mois. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un composant qui a cramé sur un des serveurs. Donc là, on a une équipe qui est bloquée et qui ne peut plus bosser. Donc voilà, c'est une petite anecdote, ça nous est arrivé dans la vraie vie. En fait, c'est bien d'avoir, on va dire, d'être plutôt cloud first, c'est-à-dire avoir les éléments hébergés dans le cloud. Ça permet d'avoir une certaine robustesse quand on doit travailler à distance. Et voilà, aujourd'hui, il y a encore des entreprises qui n'ont pas forcément ça. Des outils de CI pour checker le code. Alors, je vais très vite parce qu'il ne nous reste pas longtemps. Également, toute la gestion des astreintes. Ça va être super important en remote d'avoir un calendrier très clair des astreintes. Nous, on a des astreintes tout le temps, parce que la marketplace, elle tourne tout le temps. Donc ça, on le gère avec PagerDuty. C'est vraiment pas mal. Pareil, si on est absent, on s'arrange avec les collègues. Mais voilà, ça, c'est transparent. On sait qui va gérer les incidents s'il y a un problème ou qui va être là. La documentation technique, essentielle. Bon, je pense que ce n'est pas des outils nouveaux. Petit zoom sur la sécurité. Donc, on est tous en remote et on communique tous par outils interposés. On peut recevoir plein de notifications, etc. Donc, la sécurité est hyper importante. Ça va passer du coup par authentification double facteur, end-to-end encryption. Bon, je vous laisse lire cette partie-là. Il reste 2 minutes. Et aussi des trainings de sécurité super réguliers. Alors, nous, on a testé Riot, c'est vraiment super. Et c'est vraiment important parce que moi, la première semaine où je suis arrivée, j'ai reçu un mail du CEO. J'ai pas compris. En fait, j'étais en train de me faire avoir une attaque de phishing, tout simplement. Donc, ça nous arrive en entreprise. Et c'était pas le CEO qui m'envoyait un mail. Il voulait pas prendre un café avec moi. Non. J'ai pu après, mais là, c'était vraiment une attaque de phishing pour le coup. Donc, je l'ai remonté à notre équipe de sécurité. Donc, c'est hyper important de sensibiliser les personnes dans l'entreprise, surtout en remote. Et enfin, la partie bien-être en entreprise. Alors, l'essentiel en entreprise, surtout en remote, ça va être dans un premier temps poser les barrières. On se retrouve en télétravail, chez soi, au chaud, tranquille. On peut passer des heures derrière l'écran, sans s'arrêter, sans manger. Enfin, honnêtement, ça peut arriver. On peut se dire « Oh, mais il est déjà 15h, mais j'ai sauté un repas. » Bon, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est juste se donner des rituels et des habitudes. Et très honnêtement, vu qu'en remote, on n'a plus ces déplacements d'un endroit à un autre, on n'a pas une personne qui va toquer à la porte et qui dit « Hey, tu viens, on va au food truck, etc. » Donc, il faut se poser un petit peu des limites personnelles. Et ces limites personnelles, il faut aussi les donner explicitement à son équipe. Donc moi, je suis la française de l'équipe, et moi, je fais une pause le midi. Tous mes collègues ne le font pas. Donc, ils savent très bien qu'après 12h30, j'aime pas trop quand on met des meetings, parce que moi, j'aime bien avoir une petite pause de 45 minutes pour me faire ma petite popote ou sortir prendre un sandwich. Donc, il faut les donner explicitement à son équipe. Dire, moi, ça ne m'arrange pas parce que je vais manger, en fait. Peut-être pas vous, mais moi, je vais manger. Voilà. Donc ça fait rire mes collègues. Pareil, vos heures de travail. Moi, je suis du genre à commencer tôt. J'ai des collègues qui vont commencer plus tard. J'ai des collègues qui vont finir plus tôt. J'ai des collègues qui vont finir plus tard. Là, pareil, dans les outils de conversation, c'est bien de pouvoir le notifier dans le statut. Je suis dispo, je suis pas dispo.
Juste prévenir les personnes de c'est bon, là je suis derrière l'écran et je vais être réactif ou je vais pas du tout être réactif. Donc ça, il faut vraiment le signifier de manière explicite. Et enfin, ce qui est important, c'est avoir un sas de décompression. Quand vous allez commencer votre journée, quand vous allez finir votre journée. Moi, c'est un truc que j'ai fait personnellement, c'est que du coup, j'amène mon fils prendre son bus pour aller au collège. Ça signifie, ça y est, ta journée va commencer. Donc, sur le retour à la maison, je sais que en rentrant, je vais me mettre au travail. Ça me permet déjà de prendre l'air tôt le matin, c'est calme, je prends un peu le frais, c'est sympa. Et le soir, pareil, je me mets un petit sas de décompression. Je me dis, là, il est telle heure. Allez, hop, on va préparer, soit je vais faire un tour dehors, acheter ma baguette, soit on va préparer le repas ensemble. C'est assez important, tout simplement parce que ça va vous couper dans cette journée que vous avez passée derrière l'écran. C'est quelque chose, on va dire, c'est un piège dans lequel on peut tomber si on est en remote. On peut rester vraiment derrière l'écran super longtemps sans s'en rendre compte. Donc voilà, poser des barrières entre la vie pro et la vie perso, même quand on est à la maison. L'autre point, en fait, moi personnellement, ça m'a permis de gagner quasiment 2 heures par jour. De chez moi à la Beige, c'est pas très loin à vol d'oiseau, mais la circulation fait que ça peut prendre 1 heure. Je préférerais pouvoir aller en ligne droite, mais non, c'est pas possible. Donc dans la journée, ça peut vous prendre 2 heures finalement les transports. Là, quand vous êtes en remote, c'est 2 heures que vous gagnez dans votre journée. Par semaine, ça fait 10 heures. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on en fait de ces 2 heures ? Soit on travaille plus. Alors, ouais, ça je le fais aussi. Soit on fait autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va pouvoir plus profiter de sa famille. On va pouvoir faire plus de sport. Et ça, il faut vraiment se donner une rigueur personnelle. Sinon, on peut vite se laisser aller. On peut apprendre aussi d'autres choses. Ça peut être des choses liées au dev, ça peut être des choses liées à tout autre sujet. Vous pouvez apprendre une nouvelle langue, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, vous avez 10 heures en plus par semaine. C'est quand même énorme. Et également, pour moi, c'est vraiment le point principal du remote. C'est vraiment que vous pouvez travailler d'où vous voulez. Alors nous, ce qui se passe, c'est que effectivement, moi j'ai un contrat français, je peux travailler partout où je veux en France. Donc si je veux aller voir mes parents qui habitent à 200 km ou mon frère qui est au bout du monde, enfin le monde c'est la Bretagne, au bout de la Bretagne, je peux le faire. C'est pas à côté de Toulouse quand même, ça demande un certain trajet. Donc effectivement, ça vous offre une certaine liberté. Cet été, on a mis en place un dispositif de test justement sur la politique remote pour permettre aux personnes de travailler hors Europe. Il y en a certains qui sont pas forcément de nationalité européenne et qui voulaient rentrer dans leur pays pendant les vacances d'été. Et donc du coup, on a fait ce test et pour le moment, c'est plutôt concluant. Ça a bien marché. L'entreprise a pu mettre en place, on va dire, des assurances pendant les moments où ils n'étaient pas dans l'entreprise. Donc il y a cette flexibilité qui est aussi possible et ça, franchement, c'est super intéressant. Et bien voilà. Je crois qu'il me reste 1 minute. Ouais, plutôt pas mal. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai parlé comme un TGV. J'ai plus de voix. Voilà. Et la culture du feedback. Voilà. Donc vous avez le QR code. Si vous avez des questions, je vous écoute. Oui ? Alors, sur la collaboration inter-équipe, effectivement, pareil, nous, on est organisé ce qu'on appelle en squad. Donc, on a effectivement des règles pour le travail cross-squad, c'est-à-dire la manière dont on s'aligne avec une autre équipe. Donc, par exemple,
Voilà. Moi, mon équipe, on travaille beaucoup sur des sujets transport et logistique. Il y a d'autres équipes, comme on est en Impact Team, qui peuvent avoir besoin de modifier ces parties-là pour répondre à des besoins utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre d'accord sur le périmètre d'intervention, la temporalité. Voilà, en fonction des équipes, on peut avoir un tech lead qui va très bien connaître un sujet, qui sera mis à contribution pour accompagner l'autre équipe et l'aider à travailler correctement et à pouvoir, on va dire, modifier les éléments qu'elle a besoin pour pouvoir atteindre finalement son objectif. Donc ça, c'est au niveau tech, je dirais, entre équipes. Ça, c'est une règle qu'on suit. Après, du coup, on travaille aussi avec des équipes business. Avec les équipes business, alors nous, on a ce qu'on appelle le Single Threaded Owner. Donc, c'est une personne qui est une sorte de grand chef de projet, je dirais. Je n'aime pas trop dire ça parce que ce n'est pas forcément son rôle. Mais en gros, c'est une personne qui va coordonner pour un sujet donné plusieurs équipes différentes. Donc, là, je vais prendre un exemple assez simple. Ça peut être, par exemple, on va avoir un sujet où on souhaite acquérir des nouvelles marques. Donc, du coup, on va avoir, on va dire, un chef qui va être côté marketing sur ces projets-là et qui va travailler avec le commerce, qui va travailler avec les équipes marketing et les équipes tech associées, on va dire, sur la marketplace. Il va s'assurer que chacun ait un objectif clair et que les personnes puissent collaborer entre elles. Et on aura du coup des rituels où... Ouais, même entre les équipes. Nous, on le fait toutes les 2 semaines, ce qu'on appelle un momentum. Donc, c'est ce qui permet de garder un peu, justement, le momentum, le rythme, la cadence, où chacun va présenter ses résultats, les problèmes qu'il rencontre, les difficultés qu'il a pour atteindre l'objectif. Par exemple, pour dire, pendant le trimestre, là, en fait, on avait un objectif de 10%, on est déjà mi-novembre, on n'est qu'à 5%. Pourquoi? Donc, voilà, on va présenter un petit peu où est-ce qu'on en est et définir parfois, peut-être qu'il y a besoin d'un plan d'action, peut-être qu'il y a besoin qu'on se synchronise dans un autre endroit pour pouvoir avancer. Donc voilà, nous, c'est comme ça qu'on le gère. Peut-être qu'il y a d'autres manières de le faire. Ça dépend peut-être du contexte également et des projets. Mais voilà. Je ne sais pas si ça répond. OK. Autre question? Non? Alors, vous êtes convaincu par le remote à 100%? Ouais. Bon, parfait. Merci.